Bienvenue sur RTV. Dans ce numéro de notre invité, je reçois le président du Congrès panafricain pour le renouveau, le CPR, Dr Doumbia Soumaïla, dit Doumbia Major. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. 3 nouvelles personnalités font leur entrée au gouvernement suite au réaménagement du 13 mai dernier. Parmi elles, le ministre Albert Flendé, hier membre de l'UDPCI, alors que le président de son parti d'origine, le ministre Albert Mabry Touakeus, a été sorti du gouvernement. Mabry fait-il les frais de sa non-adhésion au choix du candidat du RHDP à la prochaine présidentielle d'octobre 2020? Je ne crois pas. Mabry a fait état de son soutien à la candidature du Premier ministre Amadou Gon. Je crois que Deli, qui est son porte-parole, a fait également une déclaration allant dans ce sens. De mon point de vue, ce qui se pose aujourd'hui, c'est la question de la compétence et de la place de Mabry au niveau du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Je crois, et c'est mon point de vue, qu'il n'est pas à sa place à ce ministère. C'est un ministère technique, ce n'est pas un ministère politique. Alors Mabry, c'est un homme politique qui était à un ministère où il faisait preuve d'inertie. Alors, vous voyez que nous partons allègrement vers une année blanche à l'université, alors qu'il y avait des possibilités, il y a des possibilités, n'est-ce pas, de faire des cours en ligne. La ministre Kandia Camara a fait beaucoup de propositions et d'actions allant dans le sens de faire reprendre les cours par les élèves dans les lycées, collèges et primaires. Mais au niveau de l'université, nous avons assisté à une véritable inertie. Et donc, c'est des questions de compétences. Sur le sujet, je me suis prononcé. J'ai dit moi-même que si j'étais président, je ne mettrais pas Mabry à ce poste. Parce que, bon, il a brillé par vraiment son incompétence. Alors, le président de la République a des prérogatives. C'est lui qui nomme, c'est lui qui dénomme. Et s'il y a une année blanche dans quelques mois qui viennent, on ne dira pas que c'est Mabry qui a fait l'année blanche, qui a provoqué l'année blanche. On dira que dans le bilan du président Ouattara, il y a eu une année blanche. Alors, donc, quand on a affaire à quelqu'un qui n'est pas force de proposition, le président, je pense, a usé de son pouvoir pour dénommer. C'est des questions de compétences, de médiocrité et des questions de capacité. Donc, le président, certainement, lui réserve un poste plus politique que technique. Et sur le sujet, vous avez vu, j'avais fait moi-même une démonstration sur ma page pour dire qu'on pouvait mettre en place ces outils. J'ai fait acheter de l'hébergement sur un serveur web. J'ai mis en place des outils qui nous permettent de faire de la visioconférence avec des étudiants. Et ça, je l'ai fait pour moins de 400 $, en 48 heures. Voyez-vous? Et donc, je me dis que quand un ministre promet publiquement, après donc, des critiques que j'avais apportées, qu'il va mettre en place des plateformes web, qu'il va mettre en place une bibliothèque numérique, reprenant mes propositions le 17 avril. Et il a promis de le faire pour le 20. Et c'est un engagement d'un ministre. Aujourd'hui, jusqu'à hier, nous étions au mois de mai, voyez-vous, et on n'a rien vu. Donc, je pense que le président a constaté qu'il n'a pas vraiment les aptitudes, il n'a pas forcément la compétence, et il a décidé de mettre quelqu'un qui s'y connaît en matière d'enseignement, en matière de recherche et d'innovation technologique à la place. Et c'est son droit. Le deuxième vice-président du RHDP quitte le gouvernement. En clair, il n'est plus du RHDP dont il est membre fondateur. C'est bien cela. Ça, c'est l'organisation interne du RHDP. Je n'ai jamais entendu Mabry dire qu'il n'est pas membre du RHDP. Il a été certainement retiré de ce poste pour occuper un autre poste plus politique. Le 13 mai dernier, la Côte d'Ivoire comptait au total 1912 cas confirmés positifs au coronavirus, 902 cas de guérison et 24 décès. Que pensez-vous de la gestion de la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire? L'État gère-t-il bien cette crise? Je pense que au début, il y a eu des balbutiements, ce qui est normal. Le Covid-19 a surpris tout le monde, partout dans le monde. On a tâtonné. En France, c'était on porte le masque, après on ne porte pas le masque. Il y avait des décisions comme ça partout dans le monde. En Angleterre, c'était on accepte que
tout le monde soit contaminé pour développer une immunité collective. Après, Boris Johnson lui-même, il a été atteint, donc il a demandé qu'on change de stratégie. Aux États-Unis, on a vu, il y a eu des balbutiements au départ. Mais après, nous pensons qu'avec aussi l'échec de l'INJS, où le président est obligé de sortir pour taper du poing sur la table pour dire que ça ne se gère pas comme ça, et que tout le monde est égal, tout le monde doit être traité de la même façon, voyez-vous. Alors, donc, à part ces balbutiements, je pense que globalement, sur le plan médical, hein, il y a quand même une prise en charge qui est correcte. Il y a l'isolement du Grand Abidjan pour éviter qu'il y ait des transmissions inter-villes, inter-agglomérations. Ici même à Abidjan, avec des centres de dépistage qui ont été mis en place. Globalement, pour moi, ça va. Mais sur le terrain, il y a beaucoup de difficultés à mettre en œuvre certaines mesures quand vous allez à Yopougon, parce qu'il y a la question culturelle, il y a la question des croyances, il y a aussi la question de groupuscules politiques qui voudraient aussi que le gouvernement échoue. Vous avez vu des gens poussés à aller casser des centres de dépistage, des militants du FPI et autres qui rêveraient que le gouvernement échoue pour en tirer un profit politique, soulever la population donc, contre ceux qui gèrent. Je trouve que c'est un peu quand même cruel. Ce n'est pas fait preuve d'amour pour sa patrie. Mais sinon, en gros, je pense que la prise en charge est bonne, les mesures sont appliquées correctement. Mais au niveau social, il y a quelques ratés. Il y a quelques ratés de mon point de vue, mais qu'il faut corriger, c'est comment l'aide est gérée. Et ça aussi, c'est dû un peu à notre organisation sociale et politique. Voyez-vous, il n'y a pas d'adressage, il n'y a pas de déclaration des ressources dans notre pays encore. Donc, on ne peut pas objectivement savoir qui est riche, qui est pauvre. Il n'y a pas de numéro identifiant unique pour pouvoir gérer, par exemple, la distribution des masques, de sorte qu'une même personne ne vienne pas prendre des masques 2 ou 3 fois et autres. Donc, il y a des lourdeurs, il y a des ratés qui ne sont pas dus au fait que le gouvernement ne prenne pas de décisions, mais il y a des dispositions antérieures qui font que ces ratés-là sont là. C'est difficile, par exemple, de verbaliser quelqu'un, parce que vous le verbalisez à quelle adresse? La semaine dernière, le chef de l'État s'est adressé une nouvelle fois à la nation au terme d'un conseil national de sécurité qu'il a présidé à la présidence de la République. De nouvelles mesures ont été prises à l'intérieur du pays. Le couvre-feu est levé. Les regroupements de personnes passent d'un maximum de 50 à 200 personnes. Les cultes ont repris dans les églises et les mosquées. L'école aussi reprend. Ces dispositions pour contrer la maladie sont-elles suffisantes? Je pense qu'il faut y aller tout doucement. Il faut y aller tout doucement. Déjà à l'intérieur où il n'y a pas beaucoup de cas qui sont signalés, je pense qu'il y a eu un cas à Korogo, un cas à Man qui a été rattrapé et ramené à Abidjan, Boaké. Mais bon, globalement, à l'intérieur du pays, c'est bien géré. Et il y a une autre chose, c'est que notre économie, le Covid ne doit pas entraîner l'effondrement de notre économie. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir sortir, il faut pouvoir mettre en place, n'est-ce pas, une nouvelle stratégie qui est que, on peut faire sortir les gens pour ne pas que rester chez eux, ils s'effondrent, ils meurent de faim, parce que mieux vaut, comme disent les gens, mourir de Covid que de faim. Voyez-vous? Mais bon, je ne souscris pas à ça. Mais je vais dire qu'il faut appliquer des mesures barrières, il faut le port du masque, il faut permettre à l'économie de partir, de répartir. Sinon, nous allons vers l'effondrement. Et ça, c'est une réalité. Alors, donc, que des mesures soient prises comme ça pour que l'économie puisse répartir, pour que la vie sociale puisse répartir. Moi, je pense que c'est une bonne chose, mais il faut surveiller. Au cas où il y a un pic, n'est-ce pas, de contagion qu'on constate, il faut automatiquement, systématiquement, recréer des schémas de confinement dans ces zones-là pour, n'est-ce pas, éviter que ça se propage à l'échelle nationale. En clair, vous saluez ces mesures prises par le chef de l'État? Ce sont de bonnes mesures, mais des mesures qui nécessitent une surveillance, n'est-ce pas, accrue, une vigilance accrue. Donc c'est une bonne mesure, ce sont des bonnes mesures, mais vraiment il faut que l'autorité de santé puisse vraiment être très alerte et surveiller la chose de près. Les pays africains gèrent quand même bien cette pandémie.
on devait s'attendre au pire selon l'Organisation mondiale de la santé. Jusque-là, l'Afrique s'en sort. Est-ce que la lutte est déjà gagnée par ces pays africains, puisque les choses se normalisent au fur et à mesure? Ben, nous ne disons pas que la lutte est gagnée. Très tôt, les pays africains ont pris des dispositions de sorte à éviter une explosion de contagion. Maintenant, il y a une chose, c'est que en Afrique, déjà, on peut dire qu'on a des prédispositions physiques ou physiologiques à lutter contre des grippes, le paludisme de manière générale, de sorte que lorsque cette grippe-là nous attaque, il y a une résistance, on s'en sort plus facilement. Voyez-vous, un Européen vient en Europe, dès qu'il a le palu, à 98%, il en meurt. Mais nous, nous sommes habitués à gérer le palu, on a des sortes de défense, n'est-ce pas? Peut-être que c'est une chance, le palu a été un malheur pour l'Afrique, il y a beaucoup de morts par le palu, mais du fait qu'on soit soumis à ce type d'agression, développe des réactions, développe des anticorps chez nous et autres qui font que peut-être, et je dis peut-être, ce sont des hypothèses qui font que nous résistons mieux. Mais n'empêche que les cas de comorbidité peuvent mourir. Nos vieillards, nos personnes diabétiques, nos personnes qui ont des maladies du sang, les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est tout cela qu'il faut protéger. Il ne faut pas dire, parce qu'on résiste mieux, alors on met en danger, on dit tout le monde sortez, que les plus faibles meurent. Non, c'est une décision politique difficile à prendre que d'accepter, même si c'est que 1%, que des hommes politiques disent on accepte au nom de l'économie que 1% de notre population meurt. C'est une décision difficile de conséquences, n'est-ce pas, à prendre. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, est en France pour des raisons médicales. Quelle analyse faites-vous des réactions souvent méchantes que cela a suscité sur les réseaux sociaux ces dernières heures? Oh, vous savez, les réseaux sociaux, c'est un peu comme le cabaret d'avant, où les gens arrivent, il y a des gentils et des méchants, des gens qui viennent faire circuler des rumeurs. C'est l'espace où tout le monde peut parler, même ceux qui n'avaient pas droit à la parole publique avant. Donc, ces méchancetés que nous rencontrons sur les réseaux sociaux, c'est la réalité, n'est-ce pas, de la sociologie de notre pays, de ce qui se passe dans nos quartiers, dans nos villes. Donc, ces méchancetés-là sont le reflet de la méchanceté dans notre société. L'état, n'est-ce pas, des consciences aussi, au niveau intellectuel, comme on dit, le niveau de développement intellectuel dans un pays aussi, ça se voit. Ce sont des sortes de petits baromètres qui voient, parce que ce n'est pas la même utilisation qui se fait des réseaux sociaux en Europe, aux États-Unis et autres. Chacun se réapproprie, chaque peuple se réapproprie les réseaux sociaux et en fait un usage selon son niveau de développement intellectuel, selon le stade de développement intellectuel où il se trouve. Alors, ce genre de méchanceté, je pense qu'il ne faut pas trop y prêter attention, mais ce qui dérange souvent, c'est quand il y a des officines politiques qui sont derrière. Parce qu'on a vu, par exemple, des gens comme les Serge Kofi, le drone soutenu par le FPI, qui sort ce type de méchanceté. Et puis bon, lorsqu'il est arrêté, on voit que l'appareil politique du FPI sort derrière pour dire c'est l'un de nos militants. Vous voyez que c'est irresponsable. Quand des gens incitent à la haine à partir des réseaux sociaux, quand des gens incitent à la destruction d'édifices de santé publique à partir des réseaux sociaux, et qu'on se rend compte qu'il y a des appareils politiques qui lâchement soutiennent ces personnes-là, c'est ce qui est déplorable. En ce qui concerne la santé du Premier ministre, il nous a été dit qu'il partait pour un contrôle de routine. Je l'ai dit, moi-même, je fais des contrôles de routine à Paris depuis 2008 en cardiologie. Et donc, pour moi, vraiment, les contrôles chaque 6 mois, chaque 1 an, c'est banal. Et au cours d'un contrôle, on fait souvent des examens de coronarographie, voilà, qui peuvent détecter qu'une artère est un peu resserrée ou qu'il y a des plaques d'athérome qui sont formées à tel niveau. Il faut donc aller retirer ces plaques, il faut aller retirer, n'est-ce pas, desserrer, n'est-ce pas, ces artères qui sont bouchées. C'est des choses qui arrivent très souvent. Et donc, après ça, on demande au Premier ministre un moment de repos. Moi, j'ai fait quelques mois à l'hôpital Chenevier à Paris, des moments de réadaptation cardiaque. Ça, c'est des choses, en Europe, c'est banal. Mais en Afrique, on a tendance à amplifier,
à souhaiter même la mort. Souvent, on se dit c'est un adversaire politique qui va mourir, la nature vient nous l'enlever, ça fait un de moins. Donc, il y a des gens dans ce pays qui ont toujours planifié comment retirer, n'est-ce pas, de la compétition leurs adversaires. Certains, à l'époque, c'était en jouant sur sa supposée extranéité. Aujourd'hui, il faut que la mort vienne retirer tel pour ne pas qu'on ait à compétitionner, n'est-ce pas, avec cette personne. Bon, ouais, c'est ça un peu le mauvais esprit qu'on retrouve dans notre pays. Sinon, pour moi, c'est un examen médical. Il ne faut jamais souhaiter la maladie ou la mort à un adversaire. Docteur, ne trouvez-vous pas que les réseaux sociaux ne sont pas qu'une chance pour la liberté d'expression, mais un vrai poison? Ben, ce que je disais tout à l'heure, il faut réguler les réseaux sociaux. Il faut réguler, il faut qu'il y ait la censure. Dans toute société, il y a la censure. On ne laisse pas tout se dire. À l'intérieur même des partis politiques, il ne faut pas laisser tout se dire. Et le parti politique, lorsqu'il y a des leaders, le rôle du leader, c'est de dire, écoutez, on ne dit pas tout quand on est membre de mon parti. Il faut de la censure. À l'intérieur d'un pays, le rôle de la justice, c'est de pouvoir censurer. C'est pourquoi moi, je salue l'avènement de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité qui traque les individus qui, n'est-ce pas, ne connaissent pas leurs limites et confondent liberté d'expression avec liberté d'injurier, avec liberté de propager la haine dans le pays, avec liberté d'inciter à la mort et autres. Donc il faut de la censure pour réguler les réseaux sociaux dans notre pays. Ça se fait déjà en Europe. Et donc, nous, chez nous, ça doit se faire pour que les gens sachent que l'univers du dissible, ce qui peut être dit dans un pays, est, n'est-ce pas, limité, est contrôlé. On ne dit pas n'importe quoi dans un pays au nom de la liberté d'expression. Monsieur le Président, comment votre parti, le Congrès panafricain pour le renouveau, se prépare pour les élections d'octobre 2020? Ben, écoutez, je suis là en présent avec le secrétaire général et le vice-président Adengra, donc le docteur Taha Julien aussi qui m'accompagne. Ben, écoutez, nous préparons une convention de choix de notre candidat ou de choix de l'équipe ou de la plateforme avec laquelle nous allons aborder les élections de 2020. Nous avons un projet de société que nous, s'il est décidé que nous partions seuls, que nous allons soumettre donc aux Ivoiriens pour leur dire voici notre programme, voici ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. On vous demande de nous soutenir pour mettre cela en œuvre. Si nous décidons de partir dans le cadre d'une plateforme, parce que la lutte politique, souvent ça se fait avec des alliés, avec des idées qu'on partage avec d'autres, avec des sortes de positions médianes qu'il faut trouver, parce qu'on n'a pas forcément... on n'est pas forcément détenteur de la vérité absolue, donc harmoniser les vues pour trouver des positions. Si c'est le cas, nous allons, n'est-ce pas, nous engager avec d'autres. Mais d'entrée, ce que je voudrais dire, de mon observation de la scène politique ivoirienne, aujourd'hui, il y a un combat entre les régressistes, ce que j'appelle les régressistes, des gens qui veulent tirer le pays vers la haine identitaire, qui n'ont que pour seule stratégie de conquête du pouvoir que d'instrumentaliser les émotions, les réflexes grégaires, la tribu, le village, la pureté des sangs. Celui-ci est sous-homme, donc la hiérarchisation des Ivoiriens. Et dans ce cadre-là, on retrouve des gens comme les Konan Bédié, des gens comme les Marie-Odette Lorignon du FPI et autres. Voyez-vous, qui présentent par exemple leurs adversaires politiques comme ceux qui font venir des étrangers pour être les orpailleurs, en disant qu'en réalité, ce qui couvre cet orpaillage, c'est que ce sont des mercenaires qu'on cache pour tuer d'autres Ivoiriens en temps opportun. Donc des gens qui présentent certains Ivoiriens comme des ennemis de la Côte d'Ivoire. Les mêmes Bédiés qui disent par exemple que à Bobo, il y en a qui font venir des étrangers, certains restent, certains partent et leur attribuent les cartes nationales d'identité en présentant leurs adversaires comme ceux qui bradent la nationalité des ennemis de la Côte d'Ivoire, en disant par exemple qu'à Paris, ceux qui font leur meeting à Paris, le RHDP, ce sont des étrangers qui sortent des mosquées pour y venir, en renchérissant pour dire que même leur meeting à Saint-Fra et à Yamoussoukro, c'était des étrangers qui étaient là. Donc, en train de cataloguer certains Ivoiriens comme des étrangers. Et c'est ce qui donne, par exemple, cette atmosphère de haine dans le pays qui amène, par exemple, des jeunes à Bonois à estimer que des jeunes malinqués qui sont là
qui sont nés là, qui sont des Ivoiriens comme eux, n'ont pas le droit de faire du taxi, d'être des chauffeurs de taxi, d'avoir des cars et autres dans la ville, parce qu'ils sont catalogués comme des étrangers, parce que n'étant pas, n'est-ce pas, des autochtones, ce sont des allogènes. Donc, il y a ce discours de repli. Quand vous voyez des gens dire les régions du FPI, comme si le FPI était un parti régional, tribal, et que des parties du pays étaient attribuées au FPI. Donc c'est cette frange de haineux, de régressistes, des gens qui ont une conception primitive, sinon sauvage, de notre société, de la société de manière générale, qui sont opposés à des gens qui sont des progressistes, qui veulent le rassemblement, qui veulent la nation, qui veulent une citoyenneté juridique. Voyez-vous, qui veulent bâtir une Côte d'Ivoire qui soit, n'est-ce pas, construite au-delà des différences ethniques et autres. Donc, c'est cette vision, c'est cette approche qui est opposée à l'approche des régressistes, à l'approche de ceux qui veulent tirer la Côte d'Ivoire vers le bas, dans lequel on retrouve aujourd'hui, malheureusement, des gens comme Guillaume Soro qui sont allés s'associer à Gbagbo en rampant sur le ventre pour aller s'allier à quelqu'un que lui-même combattait avant-hier en disant qu'il était xénophobe, en disant qu'il était identitaire et autres. Donc c'est deux visions, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Chacun donc doit choisir son camp. Nous sommes pour le repli vers notre passé, vers le grégaire, vers le primitif, où nous sommes pour une Côte d'Ivoire moderne, une Côte d'Ivoire qui rassemble, une Côte d'Ivoire qui met l'unité nationale au centre des débats, au centre donc du combat, comme socle, comme pierre angulaire à partir, n'est-ce pas, de laquelle, donc cette unité, à partir de laquelle on fonde notre développement. Donc ce sont des visions, c'est, voilà. Donc, voyez-vous, ces personnes-là, par exemple, ne parlent pas de la Côte d'Ivoire, ils ne parlent pas du développement. Oui. Il y a le RHDP qui prône l'unité. À quand votre adhésion au RHDP? Non, il ne s'agit pas de cela. Vous savez, en politique, tout se discute. On s'assoit, on discute, on harmonise les vues, on dit voici ce que nous avons comme idéologie, voici ce que nous avons comme programme. Qu'est-ce que dans ce programme vous pouvez faire ou vous ne pouvez pas faire? Notre vision politique, est-ce que ça cadre avec la vôtre? Est-ce qu'on peut trouver des points de jonction? Donc, ce sont des discussions qui se mènent, que ce soit avec les gens du RHDP, que ce soit avec les gens d'autres partis politiques. Ce sont des discussions qui se mènent. On ne fait pas des adhésions comme ça dans un parti politique. Les élections se tiennent pratiquement dans 5 mois. Selon vous, quel est le plus grand défi à relever pour cette présidentielle par la Côte d'Ivoire? Je pense que c'est le défi de la paix. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux visions de la Côte d'Ivoire qui s'opposent. Deux visions, et vraiment c'est une opposition radicale entre une vision régressiste des identitaires, des xénophobes, des tribaux haineux qui se disent que vaille, ils doivent prendre le pouvoir pour exterminer d'autres. Voyez-vous, souvent quand vous les entendez parler, ils se disent dans quelques mois, vous n'existerez même plus. On n'entendra pas parler d'un Doumbia 100 km à la ronde. Ça, j'ai vu ça sur ma page. Voyez-vous? Donc, ceux-là qui se disent il faut par tous les moyens chasser certains, et d'autres qui se disent, ben, écoutez, on ne peut pas construire un pays dans la violence, dans la haine, dans le rejet de l'autre, sur la base ethnique, religieuse et autres. Et voyez-vous? Et donc, ces oppositions-là, déjà, sont des oppositions fortes. Voyez-vous? Et je l'ai dit, regardez par vous-même. Quand vous entendez ces personnes-là parler, elles ne parlent même pas de la Côte d'Ivoire. Elles n'ont pas de projet de développement. On ne parle même pas de projet de développement. On ne critique même pas la gestion. On ne critique pas les bilans. On critique les gens, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Mais quand on se retrouve à ce rabaissement, à ce niveau de poubelle de la politique, ce qu'il faut craindre, c'est craindre pour la paix. Parce que on tombe dans du radicalisme. On tombe dans la vision de l'autre comme étant un loup pour nous, parce qu'il est impur, il faut l'éliminer. Donc notre véritable crainte, en tout cas pour nous, c'est de basculer encore dans la violence. Vous avez vu des gens qui brûlent des humains quand Gbagbo était au pouvoir, parce qu'on estime qu'ils ne sont pas purs, c'est pas ce qu'on a vu à Yopougon et tout ça. Notre crainte, c'est qu'on retombe dans ce genre de choses. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la FESI,
dans laquelle vous avez milité. Vous avez été secrétaire national à l'organisation. Oui. Cette fédération-là a 30 ans depuis le 21 avril 2020. Pour terminer, sous quel signe placez-vous ce trentenaire? Ben, je pense qu'il faut que la jeune génération qui est là place ce trentenaire sur le signe d'un renouveau. Il faut un renouveau, il faut rompre avec des pratiques de violence. On a vu une Fessi qui a été instrumentalisée à un moment donné de sa vie par le FPI, qui a commis des actes atroces. Donc il faut pouvoir faire une sorte de rétrospection et se dire que plus jamais ça. C'est surtout à ça que nous exhortons, que les jeunes de la Fessi sur les campus ne soient pas des jeunes qui briment leurs camarades. Soyez les meilleurs. Essayez de travailler plus que les autres. Quand on est leader, il faut être leader partout. À commencer par le travail scolaire, le travail universitaire. Il y a eu vraiment des atrocités à la Fessi. Il y a eu des morts, il y a eu des secrétaires généraux qui ont fait tuer des humains. Il y a eu l'instrumentalisation de la Fessi par le FPI à un moment donné. Il faut pouvoir tourner la page de tout ça et dire plus jamais ça. C'est ici que prend fin cette interview. Merci Dr Doumbia Soumaïla d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du Congrès panafricain pour le renouveau, le CPR. Merci à vous également d'être de plus en plus nombreux à suivre RTV.